Bonjour à tous. Vous écoutez le podcast « Mon cancer, ma fille et moi ». Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie. Moi, je m'appelle Charlotte. Je suis sa fille. Et je vais vous raconter ce que j'ai compris sur le cancer de ma maman et comment je l'ai vécu. Je m'appelle Sébastien. Je vous parle en tant que mari et père. Je vous confie mon point de vue en tant que personne qui partage la vie de quelqu'un touché par la maladie. Ensemble, on a décidé de lancer ce podcast pour partager nos expériences croisées de la maladie, notre quotidien, nos conseils, nos difficultés. Parce qu'une maladie telle qu'un cancer, ça bouleverse la vie du malade, oui, mais ça bouleverse aussi la vie de toute sa famille. Même si je ne le voulais pas, j'ai embarqué malgré moi Charlotte et Sébastien dans cette histoire. Dans la première saison, on a parlé de nos premiers pas avec le cancer. Dans la seconde saison, on a parlé en détail de chimiothérapie. On vous retrouve à présent pour cette troisième saison qui est consacrée au traitement autre que la chimiothérapie. On va parler de radiothérapie, d'hormonothérapie, de chirurgie et de thérapie ciblée. L'herceptine. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des ganglions sentinelles et de leur chirurgie. Quand on est atteint d'un cancer du sein, savoir si les ganglions sont touchés ou pas, ça fait partie des caractéristiques que les médecins recherchent dès le début, car ça donne des informations sur la nature de notre cancer, comme pour le statut HER2 dont je parlais dans l'épisode précédent. Alors déjà, qu'est-ce qu'un ganglion ? Quand on parle de ganglions, on parle des ganglions lymphatiques. Dans notre corps, on a plusieurs systèmes de réseaux. Le plus connu, c'est le réseau sanguin avec les veines dans lequel circule notre sang. Mais il existe également le réseau lymphatique. Sur le même principe que le réseau sanguin, il y a des vaisseaux qui circulent partout dans notre corps. Ce n'est pas du sang qui circule, mais de la lymphe. La lymphe, c'est un liquide de couleur, je dirais, blanche, beige, jaune pâle. En volume, on a quasiment 2 fois plus de lymphe dans le corps que de sang. Par contre, la lymphe circule bien moins vite que le sang. Le but de la lymphe, c'est de recueillir les déchets de l'organisme, que ce soit des bactéries, des cellules endommagées, et également donc des cellules cancéreuses. Elle permet également la circulation des globules blancs, qui sont des cellules du système immunitaire qui permettent de protéger notre corps. C'est grâce à ce réseau que la lymphe achemine les déchets vers les ganglions qui vont ensuite les traiter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, quand vous allez chez votre médecin parce que vous avez des douleurs à la gorge par exemple, il va palper votre cou pour voir si les ganglions ont augmenté de volume. On a des centaines de ganglions partout dans notre corps, qui sont regroupés par groupes. Mais en temps normal, ils sont tout petits, on ne les sent pas du tout. Sauf quand ils gonflent pour combattre quelque chose. J'ai lu quelque part que les ganglions étaient les stations d'épuration de notre organisme. J'ai beaucoup aimé cette image. C'est d'ailleurs comme ça que nous l'avons expliqué à Charlotte. Je vais la laisser vous décrire tout ça. Alors, le réseau lymphatique. Dans ma tête, j'imagine ça comme une grande autoroute qui parcourt tout le corps. Il y a des camions poubelles qui récupèrent des déchets partout sur le trajet qui les amènent vers des zones dans lesquelles sont regroupées côte à côte plusieurs stations d'épuration. J'imagine une fumée blanche qui sort des cheminées de ces stations d'épuration. Et quand il y a beaucoup de déchets et beaucoup d'activités, il y a de plus en plus de fumée. Ça fait grossir le nuage. Ça veut dire que les ganglions grossissent. C'est très bien résumé. C'est effectivement comme ça que je me le représente. Alors je me doute que ce n'est pas si simplifié que ça, mais pour ma part, pour la compréhension de mon cancer, et pour Charlotte, cette image nous suffit. C'est d'autant plus important pour moi de comprendre ça, parce que je n'ai pas senti de boule dans mon sein, mais c'est l'augmentation de volume de mon ganglion lymphatique axillaire, c'est-à-dire sous l'aisselle, qui a été mon premier et unique symptôme pour consulter. Même aux images, que ce soit mammographie, échographie, IRM, PET scan, on ne voyait rien dans le sein. Par contre, il y avait bien des cellules cancéreuses dans mon ganglion. C'est très rare. En général, on arrive à trouver la localisation de la tumeur dans le sein. Quand le ganglion comporte des cellules cancéreuses, on parle d'atteinte ganglionnaire ou de métastase ganglionnaire. Pour reprendre la visualisation,
Ça veut dire que des camions poubelles ont récupéré sur leur trajet des cellules cancéreuses et les ont amenées à la station d'épuration qui devait beaucoup fonctionner pour empêcher que le cancer ne se propage davantage. Parce que le risque, quand les cellules cancéreuses sont dans le système lymphatique, comme le système lymphatique parcourt tout le corps, c'est que les cellules du cancer initial, qu'on appelle le primitif, se déplacent via le réseau et aillent faire de nouvelles tumeurs sur d'autres parties du corps. C'est ce qu'on appelle les métastases. C'est pour cette raison qu'il est très important de savoir, au début du diagnostic, s'il y a une atteinte ganglionnaire ou pas. S'il n'y en a pas, ça signifie que la tumeur est restée localisée dans le sein, et le pronostic est censé être meilleur. Si le cancer s'est déjà propagé au ganglion, ça signifie qu'il a commencé à se disperser, et qu'il faut l'arrêter au plus vite. Quand j'ai eu mon diagnostic, je ne savais pas ce que signifie HER2 positif, ou bien récepteur aux oestrogènes positifs. Par contre, je savais qu'avoir une atteinte ganglionnaire, ce n'était pas une bonne chose. Je vais vous parler à présent de tout ce qu'a impliqué justement cette atteinte ganglionnaire. La première chose, c'est qu'on m'a posé un clip dans le ganglion. Pour rappel, j'ai commencé mes traitements par la chimiothérapie. Mon chirurgien m'a expliqué que si les chimiothérapies fonctionnaient bien, il était possible qu'elles détruisent toutes les cellules cancéreuses à l'intérieur du ganglion, mais que j'allais quand même devoir subir une intervention dans laquelle il irait enlever le ganglion, pour ne prendre aucun risque, qu'il ne reste pas de cellules qui pourraient aller se disséminer ailleurs. Si les chimios faisaient diminuer le ganglion, c'était une bonne nouvelle. Mais à leur taille normale, les ganglions sont très petits. Pour être certain de retrouver celui qui était atteint, et d'enlever le bon lors de la chirurgie, on m'a donc posé un clip, au tout début de mes chimios. C'est un tout petit truc de quelques millimètres. Ça se passe dans le service de radiologie car c'est effectué sous échographie. Une fois posé, il y a une vérification de l'emplacement sous mammographie. On a une petite anesthésie locale. C'est un peu comme une biopsie, sauf qu'au lieu de vous prélever quelque chose, on vient vous introduire quelque chose. Soyons francs, ce n'est pas agréable du tout. En plus, je reconnais que j'ai beaucoup de chance avec l'ensemble du personnel médical qui m'entoure, mais ce radiologue-là, celui qui m'a posé le clip, que je n'ai vu d'ailleurs que pour ça, il n'était vraiment pas très sympathique, et je n'étais pas vraiment en confiance. J'en garde donc un mauvais souvenir. Comme pour les biopsies, j'ai eu mal pendant plusieurs jours. Je pouvais rester assise des heures sans bouger le bras, juste pour ne pas ressentir la douleur. Mais c'est une douleur qui est passagère. Ça part en quelques jours. Elle est liée à l'acte d'insertion du clip. Mais le clip en lui-même ne fait pas mal. Beaucoup de personnes ne le sentent même pas par la suite. Personnellement, j'ai toujours eu une toute petite gêne dans cette zone, jusqu'à ce qu'on me l'enlève. Est-ce que c'était psychologique, ou est-ce que je le sentais vraiment, je ne le saurais jamais. Mais dans tous les cas, ce n'était pas douloureux. Me voilà donc avec un clip dans mon ganglion axillaire. Je fais mes chimios comme convenu, et assez rapidement d'ailleurs, je sens le ganglion diminuer de volume à la palpation. Je le cherche, j'ai de plus en plus de mal à le trouver. Je me dis que c'est positif, que les chimios doivent fonctionner. Mais je ne veux pas avoir trop d'espoir. Alors j'arrête de me palper. J'en parle à mon oncologue qui me dit que, de toute façon, je suis déjà en protocole et qu'il vérifiera, lui, en palpant le ganglion lors de nos rendez-vous. Ça me rassure. Énormément. Jusqu'à présent, comme c'est moi qui ai palpé le ganglion la première fois, je me sentais comme responsable de son suivi. Je ne saurais pas vraiment comment vous l'expliquer, mais je le palpais tous les jours. J'en serais devenue folle. Surtout quand je commençais à ne plus le sentir, parce que ça me donnait de l'espoir. Mais je ne voulais pas m'y accrocher, alors je palpais plus fort, à la recherche de ce ganglion. J'en avais mal à l'aisselle. Grâce à la confiance que j'avais en mon oncologue, j'ai réussi à me sortir de là, en me déchargeant du suivi du ganglion. À la fin des chimios, je prends donc rendez-vous avec mon chirurgien pour parler de la chirurgie des ganglions. On parle aussi de chirurgie du ganglion sentinelle. Comme je le disais plus tôt, les ganglions sont rassemblés par groupes. Dans le passé, on enlevait toute la chaîne, c'est-à-dire parfois plusieurs dizaines de ganglions. Depuis quelque temps, on essaie d'enlever le minimum de ganglions possible, afin de ne pas trop déstabiliser le système lymphatique. On enlève donc le ou les ganglions qui sont le plus proches de la tumeur.
on parle des ganglions sentinelles. S'il faut en enlever davantage, une dizaine par exemple, on parle alors de curage axillaire. Mais sauf cas particulier, j'imagine, on ne retire plus l'ensemble de la chaîne ganglionnaire afin de limiter les effets secondaires possibles, comme le lymphodème ou le gros bras. J'ai donc rendez-vous pour ma chirurgie des ganglions, une semaine après ma dernière chimio de Taxol. Oui, tout va très vite. C'est une chirurgie qui est réalisée en ambulatoire. Je suis rentrée à la clinique le matin et je suis ressortie en fin d'après-midi. À l'arrivée à la clinique, on commence par me faire une injection pour une scintigraphie. C'est une piqûre réalisée dans l'aréole pour injecter un produit qui va se diffuser dans le sein. Ça fait un peu mal, mais c'est rapide. Le médecin est plutôt drôle en plus. Ensuite, je me rends au service de radiologie pour faire le repérage du clip. Vous vous souvenez ce petit bout de métal qu'on m'a inséré dans le ganglion au début de mes chimios? Maintenant, ils vont mettre un harpon avec un fil qui sort pour que le chirurgien puisse le retrouver facilement lors de l'opération. Le repérage, quand elle insère le harpon, ça fait vachement mal, malgré l'anesthésie. Je pleure sur la table. Pourtant, la radiologue est très gentille. Elle s'excuse d'avoir autant de difficultés. Le ganglion est profond. Ce n'est pas long, mais ça fait vraiment mal. Elle réalise ensuite une mammographie pour vérifier que tout est bien au bon endroit. Sur l'image, je vois le clip, le harpon et le fil. C'est très impressionnant, je trouve. Et un peu drôle aussi de voir des formes comme ça dans son corps. Maintenant que le repérage du clip est réalisé, je retourne au service de scintigraphie. Le liquide s'est diffusé. Ils prennent donc des clichés pour situer les ganglions sentinelles. C'est très rapide et pas du tout douloureux. Comme une mammographie, sauf que là, on ne nous écrase pas les seins. Le médecin me prévient. Ne regardez pas l'écran, madame. Le liquide ne réagit pas avec les cellules cancéreuses. Ce n'est pas parce que vous voyez des images apparaître et s'illuminer que ce sont des cellules cancéreuses. Il a bien fait de le préciser, sinon je me serais senti mal devant les images de tous ces ganglions lumineux. Je peux donc me rendre à présent au service ambulatoire de la clinique, avec ma scintigraphie faite et le repérage du clip également. Il faut savoir que c'est ma première anesthésie générale. J'ai eu mon rendez-vous préopératoire avec l'anesthésiste quelques semaines avant. Je suis un peu stressée. Je n'ai jamais été endormie. Je ne me suis jamais retrouvée en salle de réveil. Il paraît qu'il faut une première fois à tout, mais je me serais bien passée de celle-là. Quoi qu'il en soit, ça fait partie des traitements. Je dois passer par cette case. Un brancardier vient donc me chercher pour m'amener au bloc. Voilà, j'y suis. On m'endort. La suite, c'est dans les mains de mon chirurgien. Je me réveille en salle de réveil. Maintenant, je sais que je déteste ça. Moi qui ai une capacité à m'endormir assez exceptionnelle, je n'arrête pas de me rendormir. J'entends l'infirmière qui me dit doucement « Madame Servera, il faudrait rester éveillée cette fois. » Et non, je me rendors. Je me souviens que j'entends une femme répéter « J'ai mal, j'ai mal. » Je demande à l'infirmière pourquoi elle a mal. Moi, j'ai juste envie qu'on me laisse encore dormir. Je ne sais plus comment, mais je me retrouve finalement dans ma chambre, allongée sur le lit. Je suis encore un peu dans le flou. Je n'essaie même pas de me lever. Alors j'écoute la conversation du patient de la chambre d'à côté qui est au téléphone et qui parle plutôt fort. Et hop, ça me rendort. Et puis au bout d'un moment, je sens que je commence à me réveiller. Enfin. J'arrive à prendre mon téléphone pour prévenir Sébastien, mais il est déjà sur la route. Le chirurgien passe me voir. Il me dit que tout s'est bien passé, mais qu'il a fallu enlever plus de ganglions que prévu. Que ça ne signifie pas que le cancer s'est dispersé, juste qu'il y avait plusieurs ganglions sur le trajet entre le sein et le ganglion atteint. Je ne réalise pas trop ce que ça veut dire. Il me prescrit le changement de pansement par une infirmière à domicile jusqu'à cicatrisation complète et également des séances de kiné. Sébastien est déjà à la clinique, je peux donc sortir. Autant la scintigraphie et le repérage, ça a été un peu long entre tout, mais la chirurgie même, je trouve que tout est allé assez vite. Dans les jours qui suivent, les infirmières viennent me changer les pansements. Ça cicatrise vite, et c'est joli. La kiné vient également me faire faire des exercices, pour la mobilité du bras et de l'épaule. Lors de mon rendez-vous post-op avec le chirurgien, il me communique les résultats du laboratoire.
parce que les ganglions qui ont été prélevés sont analysés ensuite. On parle d'anapathie. C'est le diminutif d'anatomopathologie. Sur les 7 ganglions prélevés, ils sont tous négatifs. Ils n'ont retrouvé aucune cellule cancéreuse. C'est super. Ça signifie que les chimios ont bien fonctionné. Et je suis donc officiellement en rémission. Même si je n'ai pas encore terminé mes traitements. Mais je réalise qu'avec 7 ganglions prélevés, on est plus proche d'un curage axillaire que juste d'un ganglion sentinelle. Je commence à angoisser pour le lymphodème, à craindre que mon bras gauche ne gonfle. Je développe une véritable obsession pour surveiller ça. Je demande à Sébastien de me mesurer le bras, à 3 endroits précis, avec un mètre ruban, et je prends des notes, tous les jours, plusieurs fois par jour parfois. Je ne porte plus rien avec mon bras gauche. Je le bouge pour ne pas perdre en mobilité, mais je n'exerce aucune force avec. Pendant mes séances de sport, même sur les abdos par exemple, je garde le bras collé au corps, quasi immobile. Je me suis même acheté une petite kettlebell. C'est un genre d'haltère, mais en forme de poids. Elle est minuscule, toute mimi, elle ne fait que 2 kilos. Même ma coach de sport n'en a jamais vu d'aussi petite. Je ne porte plus le sac de classe de Charlotte. Cette angoisse dure 2 mois environ, je dirais. Maintenant, ça s'est tassé. Je mesure encore mon bras si j'ai un doute, mais c'est très rare. Je fais toujours attention à ne pas porter certaines choses trop lourdes, comme des meubles par exemple, mais pour le reste, je fais comme avant. Au niveau des douleurs, après l'opération, j'en ai ressenti dans le bras, pendant les premiers mois. Sur la zone de l'aisselle, je n'avais plus de douleur du tout. Même la gêne que je ressentais avec le clip avait totalement disparu. Par contre, le bras, c'était autre chose. À l'Institut du sein dont je dépends, ils offrent des coussins en forme de cœur pour les opérations des ganglions ou des seins. D'ailleurs, c'est Charlotte qui est allée choisir le mien à leur bureau, le matin où Sébastien et elle m'ont déposé à la clinique pour l'opération. Ça l'a impliquée dans le processus, en quelque sorte. C'était sympa. Elle a choisi un coussin jaune avec des fleurs, qu'elle a appelé Fleurette. Et après mon opération, dès qu'elle voyait que je l'avais oublié dans une pièce, elle venait me le rendre. Je le prenais partout, pour marcher, pour aller chez des amis, pour dormir. Pendant quasiment 3 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que les choses se tassent pour moi. J'avais des espèces de courants électriques tout le long du bras régulièrement. Et puis je sentais mon bras très lourd. Heureusement, les exercices avec la kiné et les massages me soulageaient. Mais je sentais que des choses se passaient dans mon bras, de l'épaule jusqu'au poignet. La douleur était supportable, mais elle était constante. C'est comme si j'avais en permanence des choses qui se passaient dans mon bras, la journée, la nuit. C'est difficilement explicable, mais ça ne me lâchait pas. À présent, je ne sens plus rien du tout, à part quelques petites lourdeurs de temps en temps, mais c'est très rare. C'était une étape de plus dans mon protocole. Si vous avez des questions sur la chirurgie des ganglions sentinelles, le curage axillaire, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir et j'en ferai une compilation pour l'épisode final de la saison. La semaine prochaine, nous parlerons de radiothérapie. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner directement au podcast Mon cancer, ma fille et moi sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous soutenir, vous pouvez également y laisser un avis et un commentaire. Pour du contenu supplémentaire, rejoignez-nous sur notre page Instagram. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui sont dans la même situation que nous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, passez une bonne journée. Au revoir!